Elle s'en souviendra toute sa vie, je pense. C'est pas un mythe. Ça a très mal commencé, Canggu. Comme si Bali, ça se résumait qu'à ça. À un moment, j'ai eu peur. Bah ça c'est complètement faux. Fais-toi ton propre avis. Trop bien, vraiment. Je souhaite ça à tout le monde. Comme ça, ici. Ouais, comme ça c'est bon. Nickel. On m'entend là? Ok. C'est bon. Commencer par Canggu, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup d'occidentaux, il y a beaucoup de touristes. Ça représente pas Bali, mais franchement, pour une première fois, c'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Ça a très mal commencé, Canggu, par rapport à la douane, parce qu'on n'avait pas de billets retour. On a dû un petit peu soudoyer Mister. Ensuite, on arrive à notre Airbnb. Malheureusement, notre hôte nous avait un petit peu oublié. Pourtant, je lui avais envoyé des messages, mais je n'ai pas vu de réponse. Merci Marcel, d'ailleurs, grâce à toi, tu nous as vraiment sorti de la panade. Canggu, ouais, c'est pour faire la fête, c'est pour chiller. Vous pouvez surfer aussi, il y a beaucoup de vagues. Et il y a énormément d'hôtels en fait avec des piscines pour ceux qui n'ont pas forcément envie d'aller à la mer. Si vous voulez manger européen ou ils appellent ça western food, c'est américain on va dire. Vous pouvez manger de tout. Il y a énormément de choix, italien, indonésien. Le budget il va être un petit peu plus élevé. En revanche, si vous mangez local, là vous allez avoir des surprises. Déjà c'est très bon. Vous pouvez regarder les avis Google, en général ça c'est fiable. Et quand vous mangez indonésien, par contre, ça coûte pas du tout cher. Là-bas, on a mangé dans un restaurant local pour 4 € et franchement, quand t'arrives de France, ça surprend vraiment. Et en plus, c'était très bon. L'ambiance là-bas est plutôt sympa. On a été au Old Mans et on vous le conseille parce que franchement, là-bas, on s'est super bien amusé. Au All Men's, tu verras des Balinais, tu verras des touristes, tu verras des expats et tout le monde fait la fête au même endroit. C'est le seul endroit où j'ai vu vraiment tout le monde réuni, si on peut dire ça. Pour le stationnement là-bas, c'est hyper simple. Vous vous garez devant les restaurants, devant les shops où vous voulez aller. Par contre, à savoir, ne vous garez pas devant les shops où vous n'allez pas. Parce qu'apparemment, c'est très mal vu là-bas. Et je voulais rebondir sur ça aussi. On a vu un TikTok d'une fille qui disait qu'à Canggu, tout était payant, le stationnement était payant. À Canggu, le stationnement n'est pas payant. Quand vous vous garez devant les shops, c'est pas payant du tout. Par contre, au niveau de la plage, vous avez un grand parking avec de la sécurité où là, oui, effectivement, c'est payant et c'est entre 10 et 30 centimes pour toute la journée et en plus de ça, votre scooter est surveillé. Mais sinon, hormis ça, le stationnement n'est pas du tout payant là-bas. Contrairement à Ubud et Denpasar, où là-bas, effectivement, c'était payant. C'était notre début, donc c'est toujours un peu bizarre. Tu mets toujours 2-3 jours à te faire à l'environnement et c'était vraiment le début de notre trip. Fallait tout gérer, fallait gérer le scooter pour pouvoir se déplacer un petit peu partout, fallait gérer les puces téléphones, donc il fallait s'approprier les lieux. L'adaptation s'est très bien passée, les gens viennent vers toi, ils viennent te parler, ils viennent te poser des questions, tu t'assois à une table pour manger, le serveur vient prendre un peu le temps de te connaître. Au début ça fait un petit peu bizarre, on a notre mentalité française, les gens viennent pas forcément te voir pour te poser des questions. C'est tout ça mis bout à bout qui a fait que Canggu, je trouve c'est un bon premier palier pour visiter Bali. Je commence à prendre le flow, ça c'est de notre point de vue encore une fois. Je peux comprendre ceux qui disent que ça sert à rien de passer par Canggu, que ça représente pas l'île, que ça représente pas les Balinais. On a trouvé que c'était cosmopolite, que tu as des Balinais, tu as des expatriés et tu as des touristes, tout ça mélangé dans Canggu. On a vu dans une vidéo, quelqu'un disait que Canggu ne représentait pas Bali parce que il n'y avait pas de Balinais. Bah ça c'est complètement faux. On a discuté avec pas mal de Balinais, de locaux et on leur a posé la question pourquoi on voit rarement des Balinais faire la fête avec les touristes. C'est parce qu'ils sont pas câblés comme ça. Ils ont leur lieu pour se retrouver entre eux. Canggu, j'y retournerais bien. Je saurais déjà directement tout ce qu'il faut faire, dans le sens où j'aurais pas besoin de m'adapter. Je saurais où aller pour faire la fête. La chose qu'on a ratée, c'est le sandbar. Le club, il est vraiment sur le sable. Le DJ, les enceintes, elles sont dirigées vers la mer. Juste pour ça, j'y retournerai. Parce que j'ai pas pu le faire. Fais-toi ton propre avis. Si tu regardes une vidéo et que la personne ne s'est pas adaptée à Canggu, ça veut pas dire que toi tu vas pas t'adapter. Si vous regardez un petit peu notre vidéo sur Canggu, vous allez gagner un peu de temps. Mais mon conseil à moi, m'écoute pas vu qu'il faut pas m'écouter, c'est vas-y parce que tu vas rencontrer des gens. Nos premières rencontres se sont super bien passées et ça fait plaisir de rencontrer des gens du monde entier. Une fois passé le temps d'adaptation, j'ai ressenti aucune pression, c'est super safe, on s'est senti vraiment à l'aise, on n'a pas eu de soucis. Le seul souci qu'on a eu, c'est à cause de moi. Pour le scooter, j'ai laissé
laissé les clés sur contact avec les feux allumés. C'est toujours à cause de nous. Et j'ai envoyé un WhatsApp à la personne qui nous a loué le scooter. Elle a même pas cherché à comprendre, elle m'a échangé le scooter. J'ai même pas eu le temps de lui expliquer que c'était un peu ma faute. Va à Canggu, fais-toi ta propre idée. Si tu veux louer un scooter, que ce soit à Canggu, même n'importe où sur l'île, si t'en as jamais fait, je te déconseille de conduire pour la première fois à Bali. Parce que la circulation est très dense, c'est très compliqué et tout le monde veut te passer devant. Et c'est le plus gros qui passe. C'est-à-dire que si t'as une voiture en face qui veut doubler une autre voiture, c'est à toi de te mettre sur le côté. Les routes sont pas toujours en très bon état. Et je conseille aussi de pas forcément prendre un gros scooter dès le départ. Déjà, c'est un petit peu plus cher. Si c'est pour débuter, vaut mieux commencer par un petit Scoopy. Mais c'est pas très confortable. Pour ceux qui n'ont jamais conduit de scooter, au bout d'un quart d'heure, il y a des fourmis dans les fesses. Voilà, mais c'est moins cher. Faut faire attention, il y a une loi qui va passer. Les touristes ne pourront plus conduire de scooter si ils n'ont pas le permis moto ou s'ils n'ont pas le permis international. Sur les 2 mois à Bali, on m'a demandé mon permis seulement une seule fois. Et si tu te fais attraper par la police et que tu ne remplis pas ces conditions, il va falloir lâcher un petit billet. Et au bout, ça a mal commencé pour Inès parce qu'elle sortait du Bali Belly. Franchement, le Bali Belly, c'était dur. C'est vraiment dur. C'est pas un mythe. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais le Bali Belly, tu prends une petite charge quand même. C'est une espèce de gastro plus. Elle est restée 5 jours allongée dans la chambre. 5 jours bloqués à vomir et à avoir la chiasse, c'était pas drôle du tout. Et il n'y a rien à faire, c'est ça le pire. Il y a juste à boire de l'eau. Ça sert à rien de prendre des cachetons pour durcir l'intérieur. Ouais, il faut le laisser passer. Ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Inès, 5 jours. Moi, 1 jour et demi et une petite rechute de chiasse. Elle s'en souviendra toute sa vie, je pense. Faites vraiment attention aux glaçons, aux légumes, à l'eau, à tout en général. En fait, ne vous brossez pas les dents avec l'eau du robinet. Privilégiez les bouteilles. Nous, on a acheté des bouteilles, mais même les balinais en fait ne consomment pas l'eau du robinet. Ils ont forcément tous des bonbonnes d'eau, mais ça vous épargne pas. Ma première impression en arrivant à Ubud, je me suis dit parce qu'en fait c'est un peu plus sauvage et comme j'avais bien aimé Canggu et Canggu c'est vachement occidental, on peut dire ça comme ça, bah j'ai eu un petit peu peur quand même. Mais c'était ma première impression. Là-bas, vous avez la Monkey Forest et franchement, c'est quelque chose à faire parce que c'est vraiment impressionnant tous les singes qu'il y a là-bas. Alors moi, personnellement, j'étais pas très à l'aise, j'étais plus en panique qu'autre chose. Aurélien, il se foutait de moi. J'étais devenue toute blanche, je transpirais. Parce que c'est impressionnant. Vous êtes dans l'univers des singes, vous êtes pas dans votre univers à vous, je sais pas comment expliquer. T'es dans la jungle, donc s'il veut te mordre le cul, il te mord le cul, comme a dit Aurélien. Mais c'est à faire, franchement c'est à faire. Après si vous avez peur des animaux en général, n'y allez pas, ça sert à rien. Là-bas vous avez plein d'activités, il y a du quad, il y a du rafting, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Nous on a fait du quad et Aurélien lui il a fait de la moto. Ce que j'ai fait c'est de la motocross, ça a un coût un petit peu élevé, ça m'a coûté 230 €, mais j'ai eu la chance de rouler sur le Mont Batur et dans une jungle de bambou. J'ai fait la rencontre de Audi, le guide, c'est devenu un ami et il m'a invité chez lui. Dans chaque maison à Bali, il y a un temple et nous en tant qu'occidentaux, en tant que touristes, on n'a pas le droit d'entrer dedans. Bah j'ai eu le privilège de voir sa famille et d'entrer dans son temple familial et de m'expliquer comment ça marche, pourquoi les temples sont situés à tel endroit sur la propriété, pourquoi il y en a un au nord, pourquoi il y en a un à l'ouest, à l'est, ainsi de suite. Il m'a expliqué aussi comment ça fonctionne les offrandes. Donc celle d'en haut, c'est pour les offrandes du yin, donc pour le bien, et les offrandes qui sont sur le sol, c'est pour celles du yang, le mal, pour créer l'équilibre entre les deux. Là encore, on a vu une vidéo de Français qui faisaient une espèce de petit récap de leur ressenti à Bali et ils ont dit que les balinais étaient fermés, que tout était une question d'argent, qu'il n'y avait pas moyen de créer de lien avec les locaux. Bah ok, il y a eu relation d'argent parce que j'ai loué une moto et que lui a été mon guide pour pouvoir conduire dans la jungle, mais une fois passé ça, il aurait pu passer à autre chose et passer à l'autre client et ainsi de suite. Non, le courant il est bien passé, on est parti de 8h du matin, je suis rentré, il était 19h, on a fait que casser des barres tout le long. Il m'a invité chez lui, on a gardé contact, il n'avait pas à le faire s'il n'avait pas envie et ça prouve le contraire. Après c'est à nous aussi d'aller vers les gens. Si nous on décide d'aller dans un pays étranger, pourquoi ce serait forcément à eux de venir vers nous, à nous de faire les premiers pas. Et aujourd'hui régulièrement ils nous envoient des messages sur Instagram pour savoir où on se trouve, pour savoir si on va bien, si on compte revenir un jour à Bali, une relation de pote quoi. Pour les rizières, quand on a commencé à chercher où on pouvait trouver des rizières à visiter, honnêtement au début, je me suis dit
Bon, ok, ouais, vas-y, on va aller marcher à travers les rizières, ça marche, pourquoi pas. Et franchement, en arrivant sur place, j'ai pris une grosse claque. Je m'attendais pas à ça. Je suis même dégoûté de ne pas avoir eu le drone à ce moment-là pour pouvoir faire des plans encore plus jolis, mais déjà vu du sol. C'était franchement magnifique. Encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo d'ailleurs en parlant de ça, les gens malheureusement ils viennent, je juge pas, mais c'est comme ça, les gens ils viennent pour faire de la balançoire face aux rizières, faites ce que vous voulez. Nous on a préféré sortir des sentiers battus et aller à la rencontre des gens qui sont sur place. C'est plus ce qu'on recherche dans le voyage, aller au contact des personnes plutôt que de se retrouver au bord d'une piscine. Là-bas, il y a des night markets. Alors, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble qu'à Canggu, il n'y en a pas. Vous pouvez manger typiquement indonésien, c'est pas cher du tout, c'est super bon. Et en plus, vous rencontrez les Balinais et vous discutez avec eux. J'ai été surprise, mais dans le bon sens du terme, par Ubud, parce qu'en fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout ça. Sur les réseaux sociaux, en fait, malheureusement, Ubud, ça s'arrête à Kretia. Kretia, ça résume pas du tout Ubud. J'ai dit beaucoup de fois Ubud et Kretia dans cette phrase, mais c'est pas grave. En fait, quand vous regardez les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on vous donne des lieux où aller à Bali, c'est Kretia, le Fins, le machin, le bidule. Comme si Bali, ça se résumait qu'à ça. Mais pas du tout. Et personnellement, on n'a pas mis un seul pied à Kretia ou au Fins parce que déjà c'est surpeuplé et c'est juste après les gens font ce qu'ils veulent vraiment, mais c'est juste pour aller prendre des photos parce que Kretia en fait vous avez la rizière derrière. Personnellement moi mon avis c'est je ne vois pas le but d'aller là-bas, c'est pas du tout Bali. Donc quand on dit que Canggu ça ne résume pas Bali, excusez-moi mais Kretia, le Fins, etc. ça ne résume pas Bali non plus. Et quand je vois dans les TikTok qu'à chaque fois on vous rabâche ça. Et contrairement à Canggu, Ubud, que vous vous garez un peu en vrac, vous risquez de vous prendre une amende parce que la police tourne énormément là-bas. On l'a vu de nos propres yeux. À Ubud, c'est beaucoup plus compliqué de se garer. Les filles, alors par rapport aux tampons, si quand vous partez à Bali vous avez vos règles, sachez que c'est introuvable là-bas. J'ai jamais trouvé de tampons là-bas. Si vous restez 2 mois ou même plus, faites votre stock. Une vraie galère. Denpasar. Denpasar, mais mon Dieu, mais c'est à éviter, vraiment. Notre arrivée dans l'hôtel, elle a été déjà très sympa. On s'attendait pas du tout à tomber là-dessus. Des draps jaunes, une salle de bain vraiment dégueulasse. Franchement, c'est un truc de ouf. On a détesté cette ville. C'est surpeuplé, c'est bruyant, c'est pas beau. Et en plus de ça, pour aller quelque part, tu fais 40 minutes de scooter juste pour 1 km. Nous, on est venu à Denpasar pour refaire notre visa à l'immigration. On s'est trompé d'immigration. On a été à celle qui était le plus loin de notre hôtel, 45 minutes. Moi, j'ai laissé Inès faire et en même temps, elle n'avait rien à foutre parce que c'est pas elle qui conduit. Je m'en fous, c'est pas moi qui conduis, donc... D'ailleurs, c'était assez chaotique. Franchement, pour refaire son visa, c'est beaucoup trop long. Tu dois revenir 3-4 fois. Là-bas, j'étais pas très à l'aise parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de touristes. Les gens rôdaient autour de Denpasar pour refaire leur visa. Je me suis sentie vachement observée, pas forcément à l'aise. J'ai pas kiffé. On s'est rendu compte, à chaque endroit où tu t'arrêtes pour acheter n'importe quoi, une bouteille d'eau, il y a toujours quelqu'un qui est là pour gérer le parking. Et le parking est payant. Alors c'est pas forcément un problème parce que c'est pas des grosses sommes, mais même tu t'arrêtes 10 secondes, tu dois payer. Sinon tu repars pas. Pour en être sûr, j'ai demandé à une personne qui travaille dans le magasin savoir si faut vraiment payer ou pas, parce que s'arrêter 10 secondes et payer, c'était pas grand chose. C'est le cumul. Et la personne m'a répondu oui, il faut payer, mais tu payes 1000, ça suffit. Denpasar, honnêtement, à éviter. Si c'est pas pour refaire ton visa ou pour aller à l'aéroport, je vois pas l'intérêt d'y rester. Alors Uluwatu, moi personnellement j'ai pas kiffé plus que ça. Par contre nous on était logés à Pekatu. Là-bas franchement j'ai bien aimé. Uluwatu je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Après l'ambiance surfeur, tout ça c'était pas mal. Mais beaucoup trop cher pour ce que c'est. Quand on a regardé pour les beach clubs, pour vous donner un ordre de prix, un bed, juste un bed, c'était 60 € la journée. Pour Bali c'est un peu trop excessif je pense. En fait nous on était logés à 10 minutes d'Uluwatu. Enfin à 10 minutes de la plage d'Uluwatu. D'ailleurs
là-bas, il y a une plage où on a eu une très très mauvaise expérience. Je sais même plus comment elle s'appelle. En fin de journée, on est parti là-bas avec Aurélien. Tout de suite, j'ai pas capté, mais j'avais un maillot de bain avec un par-dessus de maillot de bain en maille. Bon, les filles, vous savez ce que c'est. On arrive là-bas, on marche, on cherche pour se poser sur la plage et tout. On voit qu'il y a énormément de monde. Je suis pas du genre à observer les gens, à regarder les gens. Je trace ma route, je m'en fous. Et en fait, à un moment, Aurélien me dit mais tout le monde te regarde. Je dis ouais, bah ok, bah c'est là, je m'en fous, enfin voilà. En relevant la tête, en regardant un peu plus ce qui se passait autour de moi, il y avait énormément de femmes voilées. Et donc je pense que c'était une plage où les musulmans se retrouvaient, je sais pas. Vu comment j'étais habillée, je pense que j'avais pas ma place là-bas. Alors pourtant, il y avait quand même des femmes en maillot de bain sur la plage, mais en fait, là où on marchait, il y avait pas de femmes en maillot de bain. Peut-être que les gens se rhabillaient pour marcher, je sais pas. Et même pour vous dire aussi, il y a des jeunes filles qui ont voulu prendre des photos avec nous. Donc sur le moment avec Aurélien, on se demande pourquoi, on comprend pas trop. Et puis notre mentalité un peu parisienne se dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut fouiller dans le sac, elle veut quoi? Voilà, on prend la photo. Et c'était au moment où on comprenait pas pourquoi. On me regardait encore. Et après réflexion, on s'est dit que peut-être on était l'attraction. Et là je me suis sentie un petit peu mal à l'aise du coup. Après j'ai commencé à être... On a bu un verre, on a bu un milkshake et on est parti. Et le truc super chiant qui est arrivé là-bas, c'est qu'il a plu pendant 2 semaines. On n'a pas pu vraiment profiter du coin. Pour arriver à Nusa Penida, c'était la première fois qu'on prenait le bateau. L'organisation s'est très bien passée, c'est très facile. T'achètes ton billet dans une petite baraque et le lendemain, tu te pointes, demandes ton nom et c'est bon, t'as ton badge. Nous, on voyage avec 4 valises, 2 grosses, 2 petites. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a une soute sur le devant du bateau. Ils jettent les valises dedans et ça se fait facilement. Donc, quand on est arrivé sur l'île, la personne du Airbnb nous avait posé la question si on avait besoin d'un taxi. Forcément, on avait besoin d'un taxi. Il est venu nous chercher au port. La route, c'est un truc de ouf. Franchement, ça passe, il y a vraiment 1 millimètre. Heureusement, ils ont l'habitude, ils savent conduire. On a fait la rencontre de Kadek en arrivant au Airbnb, franchement, au top. Il nous a super bien accueillis. Il propose des scooters à louer, donc c'est assez facile. Et notre Airbnb était très très bien placé, parce qu'on était à 5 minutes en scooter de Kelly King Beach. Mortel. Faut faire attention avec les cigarettes, les gars, parce que 3 semaines après être parti de Nusa Penida, un touriste a acheté sa clope dans la falaise et il y a eu un gros incendie. Donc faites attention, s'il vous plaît. J'ai envoyé un message à Kadek pour savoir si tout le monde allait bien. Lui m'a répondu tout va bien, mais le problème c'est pas si tout va bien ou tout va pas bien. Le problème c'est que les gens qui viennent ici en général ne respectent pas l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et ça les dérange beaucoup. Ils aiment leur île. Là-bas, favorisez le scooter parce que les routes, ça fait beaucoup de virages. En voiture, c'est très compliqué de circuler. Et de toute façon, vous avez besoin d'un scooter. Nous, on a beaucoup roulé en scooter. Franchement, les décors, c'est extraordinaire. Ça, je vous le conseille. Hein. Prenez un scooter et roulez. Allez à Diamond Beach, allez à Kelly King Beach et allez à Tembeling Beach aussi. Pour Kelly King Beach, je conseille de descendre. Honnêtement, c'est à faire. Même si c'est assez raide, ça se fait. Il n'y a aucun souci si vous faites attention, si vous avez les bonnes chaussures. Parce que nous, on avait des gens en flip-flop. Franchement, ils ont dû galérer. Quand tu descends, c'est bien, hein, mais après, il faut remonter. En flip-flop, c'est un peu compliqué. Il faut faire attention en bas pour se baigner. C'est super dangereux, les vagues sont énormes. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je crois, qu'il y a une personne qui a dû être extraite des vagues parce qu'elle n'arrivait pas à se sortir elle-même du bourbier. Et c'est indiqué qu'on n'a pas le droit de se baigner. Heureusement, elle a été sauvée. Nusa Penida, faut absolument y aller. Les décors sont magnifiques, c'est sauvage. Et encore une fois, les gens sont extraordinaires. Moi, j'ai partagé quelques bières avec certains locaux, croyez-moi, c'est à vivre. Je vous le conseille. Faut savoir que moi je suis malade en bateau, donc les trajets pour aller à Nusa Penida, pour aller à Giliti, pour aller à Lombok, c'était un enfer pour moi. Même si les premiers se sont bien passés, c'est un enfer. Alors déjà je suis thalassophobe et en plus de ça, j'ai la gerbe quand je suis sur un bateau. Giliti, moi personnellement, j'ai kiffé avec Nusa Penida, je crois que c'est mes 2 îles préf. Là-bas, tu peux faire la fête, tu chill, tu nages avec les tortues. J'ai nagé avec les tortues là-bas les gars, c'était trop bien. J'ai eu la chance de nager avec des tortues, ça c'est extraordinaire. Je souhaite ça à tout le monde. Trop bien, vraiment. C'est unique, ça se vit, ça se raconte pas. Et ce que je vous conseille, c'est sur les îles comme ça, rester 3-4 jours max parce qu'à part chiller et faire la fête et nager avec les tortues, il n'y a pas grand chose à faire, hein, faut dire la vérité. Mais moi j'ai kiffé. C'est la vie que j'ai envie de mener. Faire la fête, bronzer, nager avec les tortues, boire des cocktails, c'est tout pour moi. Je suis heureuse comme ça. C'est pas ça la vie. Giliti,
c'est un endroit où il n'y a pas de scooter, il n'y a pas d'engin à moteur, sauf pour ramasser les poubelles, c'est tout. Sinon, tout se fait à vélo, en scooter électrique, et que des chevaux qui tirent des carrioles en mode vraiment à l'ancienne. Mais ça a son charme. Ça fait bizarre de se retrouver dans un endroit où il n'y a aucune pollution auditive. C'est reposant, on s'en rend pas compte tout de suite, mais au fur et à mesure des jours, on se sent reposé. On a favorisé la marche. On a fait que marcher. De toute façon, l'île n'est pas très grande. Ça se fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, on avait des grosses valises. J'avoue, on en a un peu chié pour les emmener jusqu'à l'hôtel. Parce qu'à Gility, les routes, c'est encore de la terre à certains endroits. D'ailleurs, je pense qu'Inès, c'est à ce moment-là qu'elle a dû ken sa valise. Et alors, les gars, Gility, pour l'instant, avec Canggu, c'est l'endroit que j'ai kiffé le plus pour faire la fête. La nuit, vous savez très bien que dans chaque endroit, dans chaque ville, chaque île ou même n'importe où dans le monde, il y a le monde du jour et il y a le monde de la nuit. Une fois que le soleil se couche, les dealers sont sortis. Si vous voulez trouver des produits, les gars, c'est là-bas qu'il faut aller. On nous a proposé des mushrooms, d'ailleurs même en vente dans des petites baraques sans problème. Il y a marqué Fly to the Moon. On nous a proposé aussi de l'extra. Ils appellent la boue, c'est pour la résine de cannabis. De la weed, là c'est tout ça. Gilière, c'est un peu le même style que Gility, mais en plus chill. Et là-bas, faut savoir qu'il y a beaucoup de Français qui se sont installés et qui ont des shops. Pour ceux à qui ça manque la nourriture française, sachez qu'il y a un shop français, une pâtisserie française, où vous pouvez manger des croissants, des pains au chocolat et retrouver un petit peu ce goût français, quoi. C'est un père et son fils. Le fils est pâtissier et le père gère un peu le shop. Là-bas aussi, il n'y a pas de scooter, c'est que des chevaux, des vélos et des scooters électriques. Et par contre, c'est une petite île, vous en faites le tour en 15 minutes, une demi-heure. Nous, malheureusement, quand on y est allé, alors vous avez une partie de l'île où il y a énormément de beach clubs. Et le soir, vous pouvez faire la fête. Et nous, quand on y est allé, malheureusement, il y avait personne, c'était désert. Et après, le mec, quand on lui a posé la question, il nous a dit, mais en fait, les gens, ils viennent ici pour le coucher du soleil, parce que le soleil se couche de ce côté-là de l'île, et après, ils partent tous manger de l'autre côté. Mais ils reviennent pas, en fait, c'est ça qu'on a trouvé dommage. T'as la musique à fond, t'as une super bonne ambiance, mais il y a personne. On n'a pas compris. Petit tips pour l'argent. Pour tirer des sous. Il faut éviter de tirer des sous au maximum dans les supérettes. Vaut mieux privilégier les petits box avec les banques locales où parfois il y a vraiment la banque en elle-même et tu as un garde à côté. Là au moins tu es sûr que tu n'auras aucun souci parce que parfois il y a eu des petits problèmes avec des cartes bleues clonées. Et faire attention, certains distributeurs ne distribuent que 1 million, 1,5 million minimum et c'est vraiment pas grand chose. Quasiment tout se fait en liquide là-bas, quasiment. Donc privilégiez les distributeurs aux alentours de 2,5 millions, 3 millions. Privilégiez peut-être de prendre Revolut ou mettre ta carte bleue en mode vacances internationales. Tu paieras un petit peu plus cher juste le mois où tu pars. Au moins ça t'évite de prendre des frais. Lombok. Bon, il y a des choses à dire sur Lombok, attention. Le transfert entre chaque île, ça se fait facilement. Arrivé à Lombok, attention. Les porteurs, vous faites pas avoir. Ils vous posent pas la question. Ils prennent les valises, ils les mettent sur l'épaule et direction l'endroit où vous êtes censé prendre votre taxi. Parce que c'est une espèce de package. Vous prenez votre billet de bateau et vous avez le taxi en même temps. C'est un package. Et vous donnez juste l'adresse de votre hôtel ou de votre Airbnb, n'importe lequel. C'est comme ça que ça se passe. En général, tu arrives à Bangsal. Bangsal, c'est au nord. Ensuite, tu prends ton taxi. Nous, on a décidé d'aller à Kuta. Comme beaucoup, je pense. Kuta, c'est à 1h30 de voiture dans le sud. Ça prend du temps. Une fois arrivé à l'office, il te pose tes valises. J'ai eu affaire à une personne qui m'a dit tout de suite, paye les porteurs. Il m'a même pas dit bonjour, ni rien, ni merde. Il m'a dit, paye les porteurs. Donc déjà, je m'attendais pas à ça. Ok, ça marche. Vas-y, je paye les porteurs. Je donne 50 000. C'est vrai que c'est pas grand chose, mais à chaque fois, de toute façon, on donne des tips. Les mecs, ils me retendent la main, genre pour avoir plus. Bon, vu qu'il y avait du monde, ils étaient 4, j'ai redonné encore 50 000. Mais c'est la manière dont ça s'est passé. C'était pas très cool, pas très commerçant. Ça donne pas envie de donner, en fait. En arrivant à Kuta, je vous laisse découvrir notre ascenseur émotionnel juste ici. L'hôtel est magnifique, la chambre un peu moins. Lombok, je pense qu'on a mal choisi notre localisation. On a fait un mauvais choix de base, mais on nous l'a beaucoup conseillé, donc c'est pour ça qu'on est parti là-bas, en nous disant que c'était le nouveau Bali, etc. Alors vous avez des paysages de malades, mais c'est des paysages en fait qui sont loin de Kuta Lombok. Tout était beaucoup trop loin. Donc t'as 1 heure, 1h30, 2 heures de scooter à faire à chaque fois, donc ça c'était pas pratique du tout. Kuta, j'ai pas trop aimé personnellement. On a fait la rencontre de quelques personnes qui étaient franchement mortelles, notamment eBay, c'était le patron du resto
dans lequel on allait souvent. Et on a bien cassé des barres avec lui. Ça, c'était assez cool. Mais bon, Kuta, je vois pas l'intérêt de s'y arrêter. J'ai pas aimé Lombok dans sa globalité, mais j'ai bien aimé Kuta parce que je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance, etc. Il y avait des touristes et tout. Et c'était plutôt sympa. On a été surpris d'une certaine chose, c'est que à chaque fois qu'on mange, il y avait des enfants qui venaient à notre table et qui essayaient de nous vendre des bracelets. On leur disait non gentiment, et il y a une fois où on mangeait une pizza, ils sont venus à 3 ou 4 nous demander si on pouvait avoir une part de pizza. On leur a donné une part de pizza sans problème. Le truc, c'est qu'un soir on était au Rastabar et on voit ces gamins-là qui en fait ils rôdent dans toute la ville de Kuta, et on les voit qui arrivent au Rastabar et ils font toutes les tables pour vendre des bracelets sans problème. Bon, ils vendent des bracelets, ils s'amusent, ils cassent des barres, ils prennent des téléphones, ils font des selfies avec les gens. Ça, c'était plutôt cool. Il était assez tard. Nous, on est partis du bar et on a vu peut-être 3-4 femmes qui étaient en scooter et qui attendaient. Je sais pas, je me suis dit c'est bizarre. Et une fois que les gamins ont vendu leurs bracelets et avaient terminé leur soirée, on va dire, ils sont revenus au scooter et repartis avec les darons. Ça, on a trouvé ça un peu bizarre d'envoyer les enfants pour aller vendre des bracelets, mais après on va pas juger parce qu'on connaît pas leur vie. On s'est dit, les enfants, qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils devraient être en train de dormir. C'était assez bizarre. Lombok, par quoi commencer? J'ai pas du tout aimé. Alors, comme Aurélien a dit, on a fait des rencontres vraiment trop cool. Mais là-bas, je me suis pas du tout sentie à l'aise. Le jour, en fait, on a été aux cascades, donc on a dû faire 1 heure de scooter. Je crois que ça a été le pire trajet de toute ma vie. Vraiment. J'étais habillée, j'avais un t-shirt large, j'avais un cycliste de sport, j'avais des baskets parce que je savais qu'on allait marcher, etc. Donc je m'étais mis en tenue de sport. Et sur le chemin, j'ai été observée, mais comme jamais on m'a observée. C'était des regards vraiment malsains, des regards méchants, que ce soit de la part des hommes, que ce soit de la part des femmes. Il y a un moment vraiment, j'ai eu peur, je le dis, j'ai eu très peur. On est passé par un marché, il y avait énormément de monde et on a dû s'arrêter parce qu'il y avait de la circulation, etc. Les gens se retournaient sur nous et là j'ai vraiment eu ce sentiment d'insécurité parce que en fait tu le vois, le regard de l'homme, le regard de la femme, où il est mauvais, il est méchant. Peut-être pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même sac bien sûr, hein, mais il y avait des regards qui m'ont fait peur. Et là à ce moment-là Aurélien il m'a dit on s'arrête plus, on va faire en sorte de plus s'arrêter parce qu'en fait on avait peur de s'arrêter et de se faire agresser. Et là, gros contraste, on arrive aux cascades, on rencontre Ozzy, mais pépite en fait, ce monsieur trop gentil, aimable, il nous a fait la visite de toutes les cascades, il m'a aidé quand je pouvais pas grimper, quand je pouvais pas descendre et tout, parce que je pouvais pas compter sur Aurélien tout simplement. Et c'était magnifique, magnifique, mais là-bas aussi vous avez la Pink Beach, vous avez beaucoup de décors qui sont magnifiques et malheureusement Kuta Lombok, je pense que c'est le mauvais emplacement pour pouvoir faire tout ça. Ce qu'il y a à faire, c'est dans le nord malheureusement. En conclusion, personnellement, Lombok, je n'ai pas apprécié. De mon point de vue, je ne recommanderais pas et je n'y retournerai pas. Au début, les transferts entre chaque hôtel, on utilisait des taxis. Par rapport aux numéros qu'on avait chopés, on les appelait, ils venaient nous chercher. Parfois, ils faisaient même 1 heure de voiture pour venir nous chercher et ensuite nous déposer à l'hôtel. Mais bon, cette option-là, elle est un petit peu coûteuse. Après, on a découvert Grab. Grab, honnêtement, c'est un bon rapport qualité-prix. Nous, on a favorisé ce système-là. Et si jamais vous avez peur de conduire des scooters, il y a le Grab 2 roues aussi. Et ça aussi, ça peut être une bonne solution si vous sortez et que vous picolez un petit peu. Au moins, il vous arrivera pas grand-chose. On quitte Lombok. Petite anecdote, attention, story time. Le trajet en bateau, c'était un truc de ouf. Franchement, ça secouait. Et c'était assez long, 3h30, 3h. Je crois que c'était ça. C'était assez intense. On arrive à Padang Bay, le port. Là, tu te fais tout de suite agresser par les gens qui vendent des Pringles et qui vendent de la bière. Ok, ça marche, pas de souci. C'est vrai qu'après un trajet en bateau, on a soif, on a faim. Ok. Et tu te fais agresser par les taxis. Ils sont directement sur le bateau. Ils montent direct. Ils te demandent tout de suite si tu as besoin d'un taxi. Tu n'as même pas encore récupéré ta valise. Qui, eux, te disent tout de suite, on te fait le prix Grab. Ok. De toute façon, j'avais prévu de prendre Grab, donc ça tombe bien. On fait un Grab. Premier Grab, il annule la course. Ok, on redemande une deuxième course. Faut savoir, attention, je dis pas souvent faut savoir, mais là il faut savoir. Plus tu demandes de courses sur Grab, plus la course augmente. Donc les taxis sont taxés par rapport à l'application Grab, mais ils sont taxés en plus par
Padang Bay. Pour contourner tout ça, ils refusent les courses Grab et ils reviennent te voir pour te proposer le même prix Grab, mais main à la main, pour éviter les taxes. Alors c'est malin. Et là, on arrive à Tembuctú. Mais il y a une sérénité qui règne sur cet endroit, c'est vraiment un truc de fou. Déjà, pas de touristes. Quand tu sors de Kuta, où il y a énormément d'Australiens, de surfeurs, tout ça, on arrive dans un endroit où c'est quasiment que des balinés. Pour exemple, on est parti dans une laverie pour laver notre linge. Donc là-bas, tu donnes ton linge et c'est les gens qui te le lavent. Ils ont tellement pas l'habitude de voir des touristes. Déjà, ils parlent pas anglais, c'était assez compliqué de se faire comprendre, mais avec Google Translate, ça s'est très bien passé. Et au final, bon, c'était cool, ils étaient super contents et ils ont voulu qu'on prenne des photos tous ensemble. C'était assez sympa. Petite anecdote aussi, quand j'ai été me couper les cheveux, je pense qu'il avait jamais coupé les cheveux d'un occidental. Il a appelé ses potes, on a cassé des barres, franchement c'était marrant. Et dernier point en ce qui me concerne, allez voir l'hôtel. À Tembuctú, franchement, les gens étaient super gentils, super accueillants. De toute façon, moi j'adore les balinais, ils sont tellement gentils, tellement doux, adorables et tout, ils parlent doucement, franchement. Moi j'adore. On a eu la chance là-bas de pouvoir célébrer le Galungan. Je vous laisse aller voir dans notre vlog ce que c'est. Et d'être pas loin en fait du temple mère qui s'appelle Besaki. C'est l'un des plus vieux temples de Bali. Et on a eu la chance, mais c'était extraordinaire, de pouvoir rentrer dans le temple. Bah, si vous n'êtes pas hindouiste et balinais, vous n'avez pas le droit en fait de rentrer à l'intérieur. Et là, grâce à notre guide, on a pu y aller et on a prié. On avait aussi les tenues traditionnelles parce que bien évidemment vous rentrez pas habillé n'importe comment. Et d'ailleurs il nous a remercié d'avoir respecté ça et c'était incroyable. On a appris à prier comme eux, c'était ouf. Vraiment, je vous laisserai aller voir dans le vlog, mais ça c'était ouf. Je crois que c'était la plus belle expérience qu'on a eue à Bali. Ahmed, on a décidé d'y aller, encore une fois, parce que plusieurs personnes nous ont dit que c'était vraiment extraordinaire, que c'était très joli et que c'était à faire. On n'est pas déçus d'être passé par Ahmed. En revanche, on aurait dû y passer un peu moins de temps. C'est juste ça. Parce qu'on a fait le temple de l'eau, c'est vraiment joli. Moi, personnellement, ça m'a fait penser à mon jeu préféré, Zelda. J'avais besoin de ça pour revivre un peu ma jeunesse. À Ahmed, il y a beaucoup de Français. Je pense que ça doit être une destination que les Français aiment bien. Je la recommande, hein, mais choisissez bien votre spot. On peut manger pour pas cher, très bon. On a 2-3 bons restos, cheap, qu'on vous a conseillé dans le vlog. En revanche, les plages, c'est pas trop ça. Le sable est noir, je sais pas. La mer ne nous appelait pas. Ça nous donnait pas trop envie de se baigner. Donc on a trouvé un petit spot, un petit hôtel club où tu payes 50 000 l'entrée et tu profites de la piscine tranquille toute la journée. Il n'y a pas forcément besoin d'être à Ahmed pour faire les choses. Je pense que c'est surtout pour faire de la plongée. En revanche, là où on était, le soir, il y avait quand même de l'ambiance. Il y a des groupes qui jouent dans les bars, c'est assez sympa. On a fait la rencontre de 2-3 personnes, 2-3 serveurs ou gérants de bar, je sais pas trop. On s'est vraiment bien entendu avec eux. Ça en revanche, c'est un point positif pour Ahmed. Alors attention, le temple Lempuyang. Vous savez, c'est celui où il y a la photo miroir là, comme ça. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on a fait cette photo. À la base, on savait pas du tout que c'était celui-là. On savait qu'il y avait des espèces de grandes portes, mais on savait pas que c'était ce temple en question. On a attendu 1h30 pour faire la photo. C'est un peu long. Et en plus de ça, le temple n'a ouvert qu'à 16h ce jour-là, donc on n'a pas pu faire le reste du temple. On n'a fait que ça. Donc si vous voulez le faire, allez-y le matin. Et au moins vous aurez le temps de faire le temple dans son entièreté. Parce que malheureusement, on n'a pas tout vu. Avec le recul, on aurait dû monter et redescendre au fur et à mesure pour faire la photo. Et nous, on a attendu sur place comme des bolosses. Alors maintenant on va passer à tout ce qu'on a dépensé. Alors, j'ai pris mon téléphone. Il y a une longue liste là. Ouais, exactement. Alors faut savoir déjà que le visa, juste pour un mois, coûte 32 € par personne. Nous on vous conseille, si vous n'êtes pas sûr du temps que vous voulez rester, on vous conseille quand même 2 mois parce que déjà en 2 mois vous n'aurez pas le temps de faire le tour de tout. Nous on est arrivé là-bas, on savait pas combien de temps on restait parce que faut savoir qu'on a tout quitté en France pour faire un road trip en Asie, pour pouvoir s'installer en Asie. On est en train de visiter un petit peu partout pour savoir où est-ce qu'on aimerait s'installer. Donc on est arrivé là-bas, on savait pas trop, on a pris 1 mois, c'était notre erreur. On aurait dû prendre 2 mois directement, ça nous aurait évité une semaine de galère à Denpasar et à l'immigration. Après, on a parlé avec une Française qui nous a dit qu'on aurait pu faire toutes les démarches par internet. Nous, on savait pas qu'il fallait revenir 4 fois. Donc on s'est dit, vas-y, on va aller sur place, personne physique. Au moins, s'il y a une galère, on peut la régler tout de suite. Ensuite... Alors, la question qui fâche. On va un peu récapituler
que chaque catégorie nous a coûté. Pour le logement, par personne, on a dépensé 1000 € pour 2 mois. 2 mois, c'est correct. Alors bon, parfois, on a eu des logements, c'était douteux. J'ai dormi sur un oreiller moisi. Il y avait des fourmis dans certains, des cafards. Voilà, 1000 € par personne pour 2 mois. Vous en pensez ce que vous en pensez. Ouais. Nous, on trouve que c'est relativement correct. Franchement, c'est largement correct. On aurait pu faire moins, on aurait pu faire moins. Je pense que des fois, on s'est un peu précipité sur les choix de nos hôtels. Exactement. En fait, on avait les trajets, on savait où on allait, mais on n'avait pas réservé les hôtels. Ensuite, en scooter, juste en scooter, par personne pour 2 mois, sachant qu'à Gility et à Gili Air, on n'avait pas de scooter, ça nous a coûté 116 € par personne. Franchement, c'est que dalle. Pour 2 mois. 2 mois. Au début, j'ai voulu louer des gros scooters, et encore gros scooters. PCX, NMAX et ADV. Honnêtement, ça sert à rien. Les Vario et le Scoopy. Le Scoopy, c'est marrant. Et c'est cheap. Ça dépend de votre budget. Nous, en fait, il y en a pour tous les budgets. Hein. On parle à tout le monde. Ensuite, en ce qui concerne les taxis, donc tout ce qui est transfert, parce qu'on a quand même 4 valises, on a toute notre vie dans nos valises, donc c'est un peu plus compliqué de se déplacer avec. Elle a même une partie de sa vie dans la mienne. Ça nous a coûté 132 € au total pour les 2 mois. Ouais. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Quand vous discutez avec les locaux, c'est là qu'ils vous disent « Ouais, pour faire tel trajet, c'est tant minimum. Si on te demande plus, c'est de l'arnaque. » Petite anecdote, pareil, à Nusa Penida, on avait demandé un prix pour le bateau. On a eu un certain prix. Et quand j'ai parlé avec le boss du Airbnb, il m'a dit « Attends, bouge pas, j'appelle un pote. » Et le prix est descendu. Faut parler avec les gens, hein. Aller vers les gens. On sait que c'est compliqué des fois de se faire comprendre. L'anglais, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand t'es confronté à toi-même, t'es obligé de parler, t'es obligé de te faire comprendre. Et apprenez quelques mots balinais. Ça aussi, ils kiffent. Ça les surprend à chaque fois. Ensuite. Ce qui est retrait, distributeur, activité, etc. On a fait l'erreur en fait de... Nous on est comme ça, on fait tout au dernier moment. Ça nous sert toujours pas de leçon apparemment. Donc nous n'avons pas fait nos comptes révolus tout de suite. On a essayé Fortunéo. Oh, on me dit tout, hein, nous on s'en fout. On a essayé Fortunéo parce qu'on a regardé les banques qui prenaient le moins de frais, ou pas de frais du tout. Fortunéo, c'était le meilleur choix. On n'a pas eu le temps de finaliser l'inscription de France et c'était plus possible de le faire de l'étranger. Donc, on a utilisé nos cartes perso, on va dire, de nos comptes français. On s'est mangé quand même pas mal de frais. J'ai fait les totaux par mois et pas en globalité. Donc, au mois de juin, on a tiré 1000 €. On a utilisé pour le mois de juillet en tout 2340 €. Et pour le mois d'août, il n'y avait que quelques jours. On a tiré 360 €. Au total, pour ces 2 mois à Bali, attention, je fais un roulement de temps pour voir. par personne, on a dépensé 3320 €. Voilà ce que ça nous a coûté pour 2 mois à Bali, tout compris. Ça fait approximativement 1500 € par mois. Et attention, nous, on n'a pas pris de billets Paris Bali, parce que ça c'est un coût aussi, c'est 1500 € le billet, surtout en été. Nous on est passé par Bangkok parce que c'est ce qui revenait le moins cher, donc notre billet en fait Paris-Bangkok ça nous a coûté 400 €, et ensuite Bangkok-Bali ça nous a coûté 100 €. Bagage compris. En gros ça nous a coûté 500 € de billets d'avion. Voilà. En fait Aurélien avait un a priori et... Je voulais pas y aller tout de suite. C'est Inès qui m'a dit vas-y, viens, on y va. Tu vas voir, c'est mortel, tout ça. J'ai dit ouais, mais Bali, c'est quoi? Bali, c'est que des gens qui viennent faire leurs photos, qui viennent faire de la balançoire et qui chillent sur des transats. Moi, c'est pas ma vision du voyage. Donc, je voulais pas forcément commencer par ça. J'aurais voulu commencer par le nord de la Thaïlande ou des trucs comme ça, quoi. Et bah, franchement, j'ai été agréablement surpris. J'avais mes a priori. Ils se sont cassés en deux. Exactement. Donc on espère que tous ces conseils vous seront bénéfiques, que vous allez quand même aller à Bali, que vous allez kiffer. Allez-y. On vous conseille d'y aller, franchement, c'est un autre monde, c'est super, franchement. Alors le dépaysement, vous allez prendre une claque. Hein. Voilà. Les gens, ils vont vous apprendre certaines choses. Sur vous-même, ça se trouve. On sait pas. On espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Singapour. Ciao. Totalement différent.